Bonjour à tous. Bonjour Claire, Leslie, Thierry, Doxer, Célia. On laisse juste quelques secondes ou minutes pour les personnes qui se connectent à pile. Il y a toujours un petit temps de décalage sur le lancement et puis on va démarrer tranquillement. Voilà, on a quelques personnes qui vont nous rejoindre. Et puis si ça vous convient, on va se lancer tranquillement et puis les autres personnes nous rejoindront par la suite. Bienvenue sur le temps d'aujourd'hui où on va essayer de se parler entreprise inclusive, mais on va essayer de s'en parler de manière très concrète, très opérationnelle, à comment est-ce qu'on réussit à faire la bascule au sein de l'entreprise. Quelques mots très rapides sur le sujet de l'association dont on fait partie, et Anaïs et moi, je vais nous présenter juste après. C'est une association qui est un laboratoire d'innovation en politique publique d'insertion. Et donc, on vient expérimenter, tester des nouvelles manières de faire sur toute la chaîne du retour à l'emploi, depuis la remobilisation des publics, en passant par la favorisation des synergies liées à l'ensemble des acteurs, la myriade d'acteurs qui travaillent d'une manière ou d'une autre au retour à l'emploi des personnes sur un territoire, en allant jusqu'à l'accompagnement et l'outillage des entreprises pour qu'elles puissent faire le cheminement pour se rendre compatibles avec ces dits publics. Et donc, c'est bien sûr sur ce volet-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. En deux mots, Anaïs, à qui je passerai la parole tout à l'heure, qui est notre chef de projet sur le sujet justement des entreprises inclusives au sein de l'association. Et donc, il vient instruire tout ça et elle gère les choses depuis Toulouse. Et de mon côté, Maxime, qui suis directeur stratégique de l'association et qui pilote l'équipe laboratoire au sein de laquelle on vient travailler un petit peu tous ces sujets. Du coup, le petit sommaire, juste pour vous donner à voir un petit peu ce qu'on va prendre le temps de se raconter. On va parler un tout petit peu des publics parce qu'il y a un énorme enjeu de traduction, de comprendre c'est quoi la réalité de ces publics pour pouvoir s'y adapter et donc pour pouvoir se rendre compatible avec eux et s'ouvrir à de nouveaux viviers de publics pour les entreprises. Ensuite, on va se concentrer du coup sur les raisons et surtout le comment, mais d'un point de vue un peu macro. Comment devenir une entreprise inclusive? C'est quoi les grands paradigmes à travailler? Et puis en trois, c'est là que je donnerai vraiment la main à Anaïs pour pouvoir se parler un petit peu des étapes de modification, des manières de faire pour pouvoir faire en sorte de se rendre compatible au public. Peut-être juste une toute petite précision, mais qui viendra après. On va choisir, nous, de se concentrer surtout sur les aspects de recrutement et d'intégration, d'accueil, d'accompagnement des salariés pour faire en sorte, une fois qu'on a réussi à créer la rencontre, de les garder dans l'entreprise. Il y a tout un tas d'autres volets sur lesquels une entreprise peut se rendre inclusive, mais on se concentrera moins sur ces volets-là à l'heure actuelle. Peut-être pour démarrer, si vous voulez bien, un petit sondage qui va apparaître normalement sur vos écrans. Selon vous, quelle proportion des personnes qui sont éloignées de l'emploi, et donc là on va se concentrer sur une étude qui a été faite auprès de bénéficiaires du RSA, quelle proportion d'entre eux est motivée pour travailler? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 60%? Est-ce que c'est 80%? Je ne sais pas si vous voyez bien le sondage et si vous arrivez à y répondre. On commence à avoir des personnes qui viennent. Ouais, on a deux réponses sur du 30%. On a une sur le 80%. Voilà, les réponses commencent à affluer. Bon, on a des choses qui se répartissent pas mal. Vous pouvez continuer à voter. On a à l'heure actuelle 40% sur 30%, 40% sur 60% et 20% sur 80%. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, selon l'étude qu'on a menée au sein, donc c'était sur le territoire du département du Nord,
eh ben, on a 80% des gens qui se déclarent motivés à retourner à l'emploi. Donc, le sujet de la motivation première, si on leur ouvre la porte à une opportunité, est non négligeable et est plus importante que souvent ce qu'on se laisse dire, et du moins en tout cas ce qu'on observe sur le sondage. Pour autant, il y a un certain nombre de sujets qui font que ces personnes-là, même si elles voudraient retourner à l'emploi, en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, on se retrouve avec notamment 15% de ces personnes qui sont en situation de difficulté sociale. Je détaillerai un petit peu ce qu'on entend par là par la suite. Et puis, on se retrouve avec 43% de personnes qui sont en situation d'absence de projet et donc qui voudraient retourner à l'emploi, mais en réalité, qui n'ont pas construit un projet professionnel qui soit aligné avec qui ils sont, etc. J'en profite juste parce que j'ai oublié de le dire au début. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, à les poser au fil de l'eau. On n'y répondra pas forcément tout de suite, mais on les gardera bien au chaud pour pouvoir y répondre à la fin. Et puis, s'il y a des éléments sur lesquels on peut répondre en direct, on le fera au fil de l'eau. Donc, si on se parle un petit peu plus des publics pour rester sur cette introduction, on identifie un grand nombre de freins potentiels pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, je vais m'attarder sur les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui n'arrivent pas à retourner à l'emploi, puisque les personnes qui y arrivent relativement facilement, elles ont un certain nombre de freins, mais qui ne sont pas suffisants pour les bloquer. Ça, c'est peut-être un premier élément. L'enjeu, quand on cherche à connecter des profils de personnes au retour à l'emploi, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est vraiment pas de lever l'intégralité des freins. Parce que le fait d'être en emploi va permettre d'accompagner la levée d'un certain nombre de freins également. Mais c'est intéressant de catégoriser un petit peu ces freins et de voir qu'il y a des sujets qui sont liés à la définition du projet professionnel. Quelles sont mes motivations? Pourquoi est-ce que j'avance un petit peu dans ce cheminement-là et quelles sont les branches et les métiers avec lesquels mon équilibre de vie serait compatible? Comment rechercher? C'est quoi les méthodes, les outils qui me permettent de trouver le travail adapté au projet que j'ai défini? Quelles sont les compétences que j'ai et les compétences que je peux valoriser, qui sont deux questions différentes et qui viennent parler un petit peu de comment est-ce que je peux me rendre visible et compatible avec les postes. Et puis, une grande diversité de freins qui sont liés aux situations personnelles des personnes, et donc la santé, le logement, la mobilité. Ce qui est intéressant, notamment dans l'ensemble de ces freins, c'est que là, vous avez une vision un petit peu macro. Si je prends le frein de la santé, en réalité, on va pouvoir détailler 10 items, puis encore 10 sous-items par item pour pouvoir détailler la diversité des situations qui y sont associées. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, on se retrouve par exemple avec 26% des personnes très éloignées de l'emploi. Donc, bénéficiaires du RSA, ça permet juste d'avoir une catégorie sur laquelle il y a des études qui sont menées. Donc, il y a une enquête BVA pour la Cour des comptes. 26% des personnes qui indiquent qu'elles ont une problématique majeure liée à la santé, au handicap et à l'invalidité qui les ralentissent dans leur possibilité de retourner à l'emploi. Et on a donc un quart des gens, et puis on a quasiment un quart aussi, puisqu'on a 23% sur des enjeux de découragement, parfois de manque d'envie et de problèmes de confiance en soi, qui est un des préalables majeurs à tout ça. Je ne détaille pas plus, pour le coup, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous demander de la documentation sur le sujet. On a des outils détaillés qui parlent du degré d'éloignement à l'emploi et qui viennent aller spécifier un petit peu tous ces sujets. J'avance donc. Une entreprise inclusive, finalement, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que je peux me positionner en tant qu'entreprise inclusive? On a décidé, comme on se concentre sur la question du recrutement et de l'intégration inclusive, de la définir comme une entreprise qui s'ouvre à une diversité de publics en sortant des schémas classiques qui, volontairement ou involontairement, et très souvent involontairement, ont des volets discriminatoires. Et donc, on construit presque une forme de pyramide avec une première base, savoir communiquer sur ces métiers pour créer des vocations, quels que soient les publics. Et du coup, ne pas forcément toujours aller chercher les mêmes profils, puisqu'on se retrouve dans des difficultés à l'heure actuelle et dans les tensions pour aller chercher les profils qu'on sait aller chercher.
Le deuxième, et c'est celui sur lequel on va se concentrer pas mal sur la suite des échanges, ça va être une entreprise qui sait recruter et qui sait aussi intégrer et fidéliser des profils qui sont divers. Et donc, mobiliser non pas seulement la direction ou la communication ou les RH de l'entreprise, mais finalement l'ensemble des personnes et des collaborateurs à être en capacité d'accueillir et d'accompagner cette diversité de profils au sein de l'entreprise. Le pilier supplémentaire, c'est une entreprise dont les collaborateurs ont une forme de fierté et d'engagement et une forme d'écoute qui crée ce sentiment d'inclusion dans un groupe. Et puis, on finit avec une forme de marque employeur et de RSE qui peuvent rayonner parce qu'on a les 3 premiers éléments de la base qui viennent être favorisés. Voilà un petit peu pour vous donner juste les éléments de définition qu'on identifie sur ce sujet de l'entreprise inclusive. Si on se concentre maintenant sur pourquoi et comment devenir plus inclusif. Et donc là, on va commencer à rentrer dans le concret. Si je suis une entreprise philanthrope, je peux vouloir devenir inclusif pour tout un tas de très bonnes raisons. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la plupart des entreprises qui se tournent vers ces publics, elles se tournent aussi un petit peu contraintes parce que les viviers de profils qu'elles ont l'habitude de recruter sont un peu vides. Et donc, faut s'ouvrir à de nouveaux viviers. Et pour ça, le vrai sujet pour nous, je le détaillerai après, c'est d'inverser la mécanique. La plupart des personnes qui ne correspondent pas au profil de vivier qui sont déjà en capacité d'être recrutés par les structures sont des profils qui sont en reconversion. Donc des profils qui n'ont pas déjà l'histoire, le CV, la manière de le raconter pour pouvoir expliciter à une entreprise, regardez, il faut que vous me preniez puisque je corresponds exactement à tout ça. Et donc, on se retrouve à devoir passer des étapes de sélection avant même d'avoir testé et d'être sécurisé sur le fait que le poste va pouvoir convenir. Et donc, l'enjeu pour nous sur ces sujets, c'est potentiellement d'inverser la mécanique, de permettre aux gens de tester et de montrer sur poste comme quoi ils sont à l'heure, comme quoi ils sont motivés, comme quoi ils sont en capacité de créer du relationnel avec les équipes, et finalement, comme quoi ça va fonctionner avec eux. Et on peut ensuite, du coup, signer une contractualisation qui va venir par la suite. Le deuxième grand point sur ce pourquoi et comment, c'est un sujet de traduction entre les mondes. Réussir à utiliser un langage qui va parler à ces publics. Et donc pour ça, potentiellement, il faut effectivement revoir les offres d'emploi, mais pas que. Ça vient parler un petit peu de pourquoi est-ce que les collaborateurs actuels de votre entreprise trouvent que cette entreprise est vachement chouette et que d'autres gens devraient y venir. Et comment est-ce qu'on réussit à verbaliser ça dans des mots qui sont compréhensibles de ces publics. Donc, adapter les langages respectifs. Le troisième, c'est la valorisation de la marque employeur et de la politique RSE, bien sûr. À partir du moment où on fait ce travail d'identification et d'adaptation des mots, il faut pouvoir le diffuser, il faut pouvoir faire en sorte que ces gens y aient accès. Ce qui me fait une très belle transition vers le point 4, qui est l'ancrage territorial. En réalité, sur le territoire, il y a une myriade d'acteurs qui accompagnent des publics, certains qui sont trop éloignés de l'emploi pour rentrer dans les entreprises, et c'est OK, ce n'est pas le bon moment pour eux. Et puis certains qui sont prêts. Et pour autant, cette diversité d'acteurs de l'écosystème n'est pas forcément évidente à catalyser pour pouvoir envoyer les personnes vers les structures. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à se connecter à ces structures. Et puis, finalement, ce qui vient découler de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des équipes qui sont plus diversifiées. Et on a un certain nombre d'études qui montrent que ça vient jouer notamment avec les capacités de résilience, d'agilité des équipes dans les différentes entreprises. Avant de rendre la main à Anaïs, un petit schéma rapide. Il y a un peu trop de texte, mais vous le verrez sur le support qu'on vous enverra par la suite. L'enjeu, c'était un petit peu ce que j'évoquais dans le fait de renverser la table. Vous avez en bleu les éléments qui sont similaires d'un côté et de l'autre. À gauche de la balance, on se retrouve avec l'ensemble des étapes classiques d'un recrutement, avec
la réception des CV, l'analyse, les entretiens, etc., etc. Et puis, on se retrouve du coup avec l'accueil d'intégration qui arrive à la toute fin. Et la proposition inversée, finalement, de faire sauter un certain nombre de ces étapes pour rapidement, en rajoutant une étape d'administratif liée aux questions des immersions, si c'est ce format-là, permettre d'accueillir des profils, pas encore en poste, mais pour qu'ils puissent confirmer ou non leur capacité justement à venir fonctionner sur ce poste. Et ensuite, de gérer le volet contractuel pour ceux qu'on veut garder. Je te rends la main, Anaïs. Ça marche. Merci, Maxime. Vous m'entendez bien, je pense. Très bien, parfait. Super. Donc, oui, maintenant, voyons encore plus opérationnellement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour aller recruter, intégrer ces publics plus larges qu'on ne touche pas forcément actuellement. Donc, la première chose, et Maxime l'évoquait, c'est l'offre d'emploi. On va prendre un temps là-dessus et d'ailleurs, on sera très intéressé de savoir un petit peu, vous, qu'est-ce que vous prenez en compte quand vous rédigez ou publiez une offre d'emploi? Parce que c'est quand même de façon traditionnelle un outil qu'on utilise très généralement quand on est sur une embauche. Donc voilà, est-ce que vous, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat ce qui vous est central quand vous rédigez votre offre d'emploi. On rebondira du coup dessus au fur et à mesure du webinaire. Alors, je parlais de traditionnel parce que les offres d'emploi, bien souvent, on va avoir tendance, ça va être des emplois qu'on a peut-être déjà eu à pourvoir au sein de notre structure. Et donc, du coup, on va pouvoir, si vous me passez le terme, souvent recycler une offre d'emploi parce que, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Donc, on recycle des offres d'emploi qui, en fait, peut-être ne vont plus être vraiment représentatives du poste tel qu'il est à l'heure actuelle et peut-être ne prennent pas en compte tous les éléments qu'on pourrait mettre en avant pour permettre aux personnes de se projeter sur les emplois qu'on a à pourvoir. Donc, j'en profite pour tout de suite vous signaler la présence du petit logo en bas à gauche, boîte à outils sur la slide. Au fur et à mesure là, des slides qui vont défiler, vous verrez, il y aura souvent cette petite boîte à outils, tout simplement pour vous signaler que nous, on a des fiches pratiques, des modèles même, qu'on va être ravis de mettre à votre disposition pour faciliter l'adoption chez vous de ces choses-là. Et là, justement, bien évidemment, selon les besoins, selon votre secteur d'activité, bien évidemment, selon la taille de votre structure, ces outils vont être évidemment à adapter. Voilà ce que je voulais dire. Je regarde en même temps si on a déjà des petits rebonds sur les offres d'emploi. Indiquer le salaire, nous dit Claire. Intéressant, effectivement. Alors, les offres d'emploi, à l'heure actuelle, ce qu'on va parfois observer, c'est sur la description des missions. En termes de clarté, il y a parfois des choses à aller optimiser. On a pris un exemple pour que ça soit bien parlant d'offre d'emploi dans le BTP, là pour une offre d'agent de réseau souterrain. Et en fait, c'est vraiment une question de formulation, donc on ne va pas tout passer en détail parce qu'on a un temps limité aujourd'hui. Donc, j'ai mis en lumière deux éléments qui, moi, m'interpellent dans la description des missions sur cette fiche de poste. On parle de mise en œuvre des réseaux souterrains. Est-ce que c'est le plus précis qu'on puisse faire pour permettre aux personnes de visualiser vraiment quel va être le quotidien, la réalité de ces missions? Pas sûr. Deuxième élément que je mets en avant, c'est des exemples, mais ça permet d'être vraiment concret. Là, sur cette offre d'emploi, il est mentionné qu'il va falloir réaliser des travaux de construction. Voilà, et c'est assez large. C'est assez large. Donc, la question, c'est est-ce que la personne va vraiment se dire « Ok, là, je me sens en capacité de faire ça », puisqu'en fait, ce n'est pas décrit très, très précisément. Donc là, ça va être typiquement des éléments qui vont faire que peut-être la personne ne se projette pas
ou peut-être elle ne va pas se sentir légitime parce qu'elle va se dire « Oh, des travaux de construction, moi, je n'ai pas une grande expertise, oulala, ce n'est pas pour moi ». Alors que très potentiellement, la personne, en fait, s'auto-censure. Si on avait précisé très clairement de quoi il s'agissait, les tâches, la personne peut-être est tout à fait en mesure de réaliser ces tâches. Donc, je vais passer sur la slide suivante pour illustrer un petit peu ça. Comment est-ce qu'on peut simplifier la façon dont on décrit les tâches? Par exemple, là, dans ce cas précis, ça pourrait être de se dire « creuser des fossés ». C'est plus concret. Couper et souder des tuyaux. On est sur des termes très concrets. Et ça va être des choses qui vont vraiment être intéressantes à voir avec notamment les personnes qui sont dans ces postes au sein de la structure. C'est elles qui vont parler le mieux de leur métier et des vrais besoins, des vrais facteurs essentiels pour accomplir cette mission qui va être confiée au futur ou à la future collaborateur ou collaboratrice. Donc, c'est vrai pour les tâches, il y a vraiment un enjeu de se dire OK, sur les tâches, sur les missions, est-ce que je peux faire un pas de recul pour me mettre dans la peau, en fait, de la personne qui va lire cette annonce et se dire, OK, est-ce que si moi, je lis ça, ça me parle ou pas? Et dans ces cas-là, où est-ce que j'ai une marge d'évolution? Et en fait, c'est vrai des missions, ça va aussi être vrai des savoir-être qu'on va aller chercher chez la personne, des critères que nous, on recherche. Dans la façon de les formuler, ça va être vraiment des choses auxquelles on va pouvoir être vigilant. Un exemple, les critères essentiels, on va parfois voir sur les offres d'emploi, permis B nécessaire, véhicule nécessaire. Ça vaut le coup de s'interroger, est-ce que ce qui est vraiment indispensable pour nous, ça va être que la personne ait le permis B et ait un véhicule, ou est-ce que ce qui va être important, c'est qu'elle soit mobile en fait, parce qu'elle va pouvoir prendre les transports en commun, etc., etc. Il y a d'autres options, peut-être qu'on peut mettre à disposition un véhicule au sein de la structure. Donc, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Je pense que vous avez compris l'idée et de faire un pas de recul. Et sur les conditions de travail, pareil, comment est-ce qu'on permet à la personne de se projeter au mieux? Eh ben, en expliquant vraiment les modalités. Donc, c'est ce que Claire disait, le salaire, s'il est possible de le communiquer, ou tout au moins une fourchette. Ça va être des éléments qui vont être rassurants pour les personnes. Si des horaires vont pouvoir être aménageables ou pas, s'ils sont fixes ou pas, le plus on va pouvoir préparer la personne à la réalité du poste, le plus ça va lui donner envie d'y venir. Et pour donner un autre exemple, donc là je passe sur la slide suivante parce qu'en fait ça va vraiment être à décliner selon les postes sur lesquels on cherche à recruter, mais un poste par exemple d'assistante de direction. On va très souvent voir sur des postes anglais courant, français courant aussi. Anglais courant, bon, peut-être que ça intimide, parce que courant, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Alors que si on se dit, OK, ce dont on va avoir besoin, c'est que la personne sache rédiger des courriels en anglais, tout de suite, c'est précis. Et peut-être que là, on va lever un frein, parce que la personne qui se serait auto-censurée, c'est beaucoup d'auto-censure souvent, là, va se dire, OK, je peux y aller. Donc, tout à fait, détailler les missions. Je rebondis en même temps sur vos retours. Détailler les missions, effectivement, et se questionner sur les termes qu'on emploie pour les missions et puis pour les compétences attendues. Voilà, c'était des exemples. Essayez de ne pas trop m'attarder parce que je suis vite bavarde. Voilà. Idem sur le contenu même de la fiche de poste, encourager à postuler en informant bien sur le processus de recrutement, ce qui va être sécurisant pour les personnes. Proposer peut-être plusieurs modalités de réponse si c'est quelque chose que vous savez gérer de votre côté. Proposer aux personnes peut-être de postuler soit par écrit, soit par oral, en vidéo. C'est des pistes à explorer toujours selon selon les besoins de la structure. Mais ça vaut le coup de se poser ces questions et mettre en avant, très très important, de mettre en avant les engagements de l'entreprise. Si l'entreprise a des formations en interne sur les postes et que du coup le poste est ouvert aux débutants, très important de le mentionner. Voilà. C'était des éléments sur le fond de l'annonce. Je me permets de souligner ça peut aussi valoir le coup de faire un pas de recul sur la forme, la façon dont tu diffuses cette annonce. Parce que parfois, pour aller chercher certains publics qui seront par exemple présents sur les réseaux sociaux, ça pourrait valoir le coup de diffuser l'annonce sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sous un format vidéo. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un état d'esprit de se dire, OK, comment est-ce que je vais aller
me mettre en contact avec ces publics que je cherche à attirer au sein de ma structure. Donc, l'offre d'emploi, c'est une chose. Et en fait, de façon générale, toutes les modalités de rencontre qu'on va pouvoir envisager. Et il y a de nombreux acteurs qui réfléchissent, qui testent des choses sur ce sujet pour se mettre en relation et pour proposer un cadre un peu différent au public. Donc, ça va permettre, voilà, d'aller être visible auprès de publics plus larges et visible et à la fois accessible avec des formats parfois un peu moins formels que le traditionnel entretien. Voilà, ne serait-ce que parfois de proposer un entretien en marchant ou dans un autre contexte, ça va mettre les personnes à l'aise et ça va lever des freins, des inhibitions que les personnes pourraient avoir. Alors, je ne détaille pas, les slides seront disponibles. N'hésitez pas aussi, si vraiment certains points vous intéressent, à rebondir. On prendra justement le temps de répondre aux questions et puis d'échanger avec vous si c'est des points qui vous intéressent par la suite. Donc, voilà, il y a une vraie question de comment est-ce qu'on attire ces personnes et ensuite, il y a des outils pour, OK, comment est-ce qu'on va rencontrer la personne dans le contexte du recrutement. Mettons-nous à la place du candidat ou de la candidate. Si on lui envoie un mail en lui disant « OK, rendez-vous tel jour à telle adresse », bon, c'est intimidant pour certaines personnes, surtout quand on a été depuis longtemps éloigné du milieu de l'emploi, depuis longtemps ou pas d'ailleurs, mais savoir, j'arrive, je ne sais pas où je dois aller. Bon, alors il faut demander son chemin, c'est pas forcément très fluide. En plus, on lui présente un test écrit, ce qui est tout à fait OK, mais si on ne l'a pas prévenu, bah voilà, peut-être que c'est déstabilisant. Et puis certaines questions qui vont mettre mal à l'aise. Et là, la personne va peut-être perdre pied et c'est dommage parce qu'en fait, ça n'atteint en rien le fait que cette personne pourrait être idéale pour notre poste. Donc voilà, des éléments, expliquer la suite de la procédure. Donc on est vraiment toujours dans un travail de pédagogie en fait. C'est comme exactement comme pour l'offre, c'est de se dire tout au cours du recrutement, comment est-ce que je vais pouvoir bien préparer le candidat pour qu'il se sente dans un environnement où il est en confiance. Donc, lui dire tout simplement dans l'email où est-ce qu'il doit aller très précisément, quel bâtiment, quelle personne il doit rencontrer, faire en sorte que la personne qu'il doit rencontrer soit disponible à ce moment-là, bien préciser les modalités de l'entretien en amont, les questions qui vont être posées, bien communiquer, bien dire que c'est OK que la personne se sente à l'aise d'exprimer, elle, ses besoins et de demander éventuellement des ajustements. Ça sera possible ou pas, mais déjà que la personne se sente à l'aise. Ça va être investir un petit peu de temps pour se reposer ces questions-là, au bénéfice, en fait, de gagner beaucoup de temps après, parce qu'on va éviter, du coup, de la déperdition de personnes. Avoir calé un rendez-vous avec quelqu'un qui va être intimidé et qui, finalement, ne va pas venir, bon, on est tous perdants. Donc, c'est, voilà, tout au long du parcours, vraiment, aller chercher là où, pour votre structure, c'est pertinent d'innover dans la façon de faire. Donc, une fois qu'on s'est rendu visible, qu'on a donné envie à ces publics de nous rejoindre, une fois qu'on les a sécurisés dans la façon dont on interagit avec eux et qu'on s'est dit « OK, on va travailler ensemble », comment est-ce qu'on les accueille dans notre structure? Donc là, encore une fois, c'est bien cadrer les choses et puis selon voilà la personne, identifier voilà qu'est-ce qui va être important pour cette personne-là. Et ça va être des choses aussi simples que de remettre un livret d'accueil peut-être, de communiquer régulièrement avec la personne. Il va y avoir un aspect très important qui va être d'engager les collaborateurs actuels pour accueillir cette personne en mettant en place un système de binôme, d'ambassadeur, on peut l'appeler comme on veut, de tuteur, voilà, qui va être rassurant pour la personne. Peut-être quelqu'un qui aura eu un parcours d'une certaine façon similaire, proche de ce que le candidat actuel, enfin le nouvel collaborateur a vécu et qui va vraiment être extrêmement sécurisant pour cette personne-là. Et de la même façon, un process de onboarding vraiment cadré. Donc, mettre en place ce processus, on le met en place une fois et après, ça roule. Voilà, c'est ça l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que la personne se sente accueillie et sécurisée. Un élément, je parlais de potentiels aménagements du poste. Donc là, évidemment, ça va dépendre du poste, ça va dépendre de la structure. Ça vaut le coup de prendre un pas de recul, de se dire, il y a peut-être des aménagements qui vont être nécessaires à long terme. Et est-ce que c'est possible pour nous? Mais ça vaut le coup de se poser la question et de ne pas partir du principe que le cadre est bloquant.
Donc, ça va être, par exemple, proposer des horaires flexibles, si c'est possible pour nous, un matériel adapté. Et là, il y a des acteurs qui peuvent nous accompagner. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, Cap Emploi sera en mesure d'accompagner là-dessus. Pourquoi pas des consignes en images. Enfin, réfléchir à tous les aménagements qu'on va pouvoir mettre. Et ça, c'est intéressant de le faire collectivement. Collectivement, parce que ça va engager tout le monde. Et garder en tête, vraiment, ça, c'est un élément qui est clé, que quand on va venir se rendre de plus en plus compatible à des nouveaux publics, bah, ça va bénéficier à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pourquoi pas définir collectivement les aménagements qu'on aimerait voir dans l'entreprise. Et un mot, et je serai brève parce que j'ai conscience du temps qui passe, ces aménagements, ils ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Si une personne a besoin d'un petit peu de temps, par exemple, pour trouver, imaginons, un mode de garde, parce que la personne retourne dans l'emploi, elle a besoin de trouver un mode de garde pour ses enfants. Peut-être proposer un petit aménagement à la mesure de ce qui est possible au sein de l'entreprise pour faire en sorte que le temps qu'elle trouve un mode de garde, on s'adapte et ensuite, ça va rouler. Voilà, donc vraiment s'interroger là-dessus. Ce dernier volet, peut-être juste en complément, Ouais. est assez important parce qu'on se retrouve avec certaines structures qui nous disent oui, mais j'ai d'autres collaborateurs qui prennent potentiellement mal qu'il y ait des adaptations de poste pour des nouvelles personnes alors qu'on ne les met pas forcément pour tout le monde. Et c'est là que vraiment l'idée, c'est cette rampe d'accès. C'est pas un écart de droit qui est mis en place, c'est une prise en compte d'une situation pour accompagner son atterrissage au même niveau et du coup au même système, au même droit que tout le monde. Tout à fait. Merci Maxime pour cette précision. Et donc, de toute façon, là, on revient sur la thématique de l'importance d'avoir des tuteurs, des ambassadeurs engagés. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais ça vient répondre à un point que soulevait Claire tout à l'heure dans le chat, de dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos collaborateurs aussi sachent communiquer sur les métiers pour, pourquoi pas, créer des vocations chez des personnes. Et donc là, ça va être intéressant d'accompagner les employés pour qu'ils sachent, pour les mettre en mesure de parler, les aider à s'interroger sur pourquoi est-ce qu'eux, ils viennent encore travailler le matin, pourquoi est-ce que cette entreprise, quels sont les avantages de cette entreprise pour eux. Et ça va permettre de mettre encore plus en avant ces avantages auprès des nouvelles personnes qu'on cherche à intégrer. Un outil rapidement qui, en fait, va permettre justement de mettre en place tout ce qu'on s'est dit sur intégrer plus facilement, ouvrir les portes. Ça va être, nous, l'idée de faciliter l'essai. Donc, par exemple, il y a plusieurs modalités, mais par exemple, il y a des immersions en PMSMP, donc des immersions sur poste, en fait, qui vont avoir vraiment de nombreux avantages parce qu'on va gagner beaucoup de temps. On va tout de suite venir vérifier la compatibilité de la personne avec nos besoins. Est-ce que nous aussi, l'environnement qu'on propose, ça va être ce à quoi la personne s'attendait? Donc, tout de suite, de gagner du temps, ça va engager les équipes parce que justement, ils vont pouvoir accueillir, tout de suite faire connaissance, voir si ça match. Il n'y a pas de coût pour l'entreprise et c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Se poser la question de comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on sort de ces pratiques un peu réflexes qu'on a et de se dire, OK, bah, allez, en fait, assez rapidement, se mettre en contact avec le candidat et l'accueillir pour un essai. Tout de suite, on voit si ça marche ou si ça marche pas. Donc, pour conclure, voilà, il y a ces ressources, ces outils qui, pour un certain nombre, sont disponibles sur le site Mise à jour RH. Voilà, vraiment des outils très, très pratiques, très opérationnels. Donc, on vous invite à aller faire un tour. Et puis, voilà, toujours l'option d'un accompagnement. Nous, on est ravis de partager là-dessus. Donc, il y a un bouton Contactez-nous qui permettra une mise en relation. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que nous, on vient partager nos expériences. Voilà, on va maintenant prendre vos questions et puis rebondir sur les points peut-être qui vous intéressent plus. Voilà. N'hésitez pas donc à indiquer vos questions dans le chat. J'en avais noté une tout à l'heure qui était sur donc avez-vous testé des méthodes pour mieux communiquer sur son métier? Pas toujours évident de faire comprendre la réalité derrière chaque métier.
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'ailleurs que certaines branches professionnelles essayent de prendre en tant que branche parce que vécu par l'intégralité des structures de la branche. Peut-être plusieurs éléments là-dessus. On a pas mal échangé justement avec des structures qui ont essayé au niveau de la branche ou au niveau global du métier de modifier l'image sur des questions genrées par exemple. Et c'est pas forcément évident. Et ce à quoi on avait atterri dans les discussions, c'était aussi, finalement, c'est l'atmosphère avec les collègues, avec les autres collaborateurs, qui fait qu'on va pouvoir venir ou pas. Donc, il y a la question de comment est-ce qu'on réussit à s'autoriser à aller vers des métiers où l'image de base est censée nous freiner sur le sujet. Et il y a aussi la question à comment est-ce que si jamais je réussis à passer cette étape-là, l'atmosphère paraît accueillante. Et donc c'est là où tous les éléments d'Anaïs rebondissent plutôt positivement. Le deuxième élément, du coup, ouais, on a testé avec la CPAM, par exemple, où on était allé travailler vraiment la question de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de travailler au sein de la CPAM. Et c'est rigolo, mais il ne s'était pas posé forcément la question en ces termes-là. Et donc, on a fait une enquête interne auprès de l'ensemble des collaborateurs pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée. Et il y a des choses qui sont remontées où ils n'avaient pas forcément identifié que c'était quelque chose de particulier. Mais la possibilité d'ajuster ses horaires, qui était quelque chose qui est permis par cette structure, a été quelque chose d'assez fortement remonté pour pouvoir ajuster sur une contrainte personnelle, un rendez-vous médical ou autre. Finalement, je sais que j'ai cette latitude dans mon métier. Et donc, finalement, c'est des éléments aussi bêtes que ça et du coup non reliés au poste qu'ils ont fini par valoriser dans la marque employeur par la suite et qui a permis d'avoir un vrai différentiel de candidats, puisque à la suite de ce changement-là, là où ils arrivaient péniblement à avoir 3-4 personnes qui posent des CV, ils ont eu une vague de plus de 60 CV qui sont venus à la suite de ce sujet. Alors, je vois d'autres messages. On a Leslie. En général, quel niveau de poste, compétence est compatible avec cette démarche? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si en réalité, ce n'est pas quelque chose qui soit globalement compatible en termes de niveau. Je ne suis pas sûr que la question elle se pose en termes de niveau. On l'a fait par exemple avec des commerciaux, avec la Société Générale dans le quart sud-ouest. Pour le coup, justement, ça leur a permis d'avoir un nouveau schéma de sourcing et des profils. D'ailleurs, des profils qu'ils n'arrivaient pas à toucher, mais pour autant qui correspondaient exactement au profil que eux cherchaient, et puis d'autres profils plus éloignés aussi, qu'ils ont pu mobiliser. On l'a fait sur des métiers classiques et des métiers en tension avec les volets du bâtiment, du secteur de l'hôtellerie-restauration ou de l'aide à la personne. On ne l'a pas forcément fait sur des niveaux cadres. Et peut-être juste pour compléter ma réponse, c'est presque plus du côté type de métier que ça devient potentiellement compliqué. Je prends un exemple, un codeur. Peut-être que faire une immersion pour du code en mettant derrière l'ordinateur de quelqu'un d'autre et sans forcément vraiment comprendre l'intégralité des éléments, je ne sais pas si c'est parfaitement adapté. Donc je pense que ça n'est pas adapté à tout, mais je ne sais pas si la question se pose vraiment à l'échelle plutôt de niveau de poste ou à l'échelle de type de mission et à quel point est-ce qu'on peut appréhender ces missions-là en étant sur poste. On a Thierry qui nous demande est-ce que les solutions sont les mêmes pour toutes les entreprises que vous avez vues? Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne question. La réponse, c'est que les entreprises sont toutes différentes. Donc, elles vont avoir des besoins différents. Ceci étant dit, la méthode, la démarche de se questionner sur ce qu'on fait actuellement et d'aller identifier où est-ce qu'il y a des freins, l'approche va être toujours celle-ci. Et l'approche va toujours être de se dire, de faire un diagnostic pour bien clarifier, OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on voit des pistes, pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Est-ce que ça va être d'aller chercher à générer plus de personnes avec des profils divers qui vont candidater à nos postes ou en tout cas se mettre en relation avec notre structure?
Est-ce que l'enjeu, ça va être plutôt de se dire, ah là là, mais ces personnes à l'heure actuelle, elles viennent, mais elles ne restent pas. Les méthodes vont être différentes. Voilà, donc ça va vraiment dépendre des enjeux de la structure. Après, la démarche de se poser un diagnostic et puis de se dire, il y a des axes d'action qui vont toujours être intéressants. Ça va être comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on communique, quelle image on véhicule. Ça sera toujours de toute façon une vraie piste qui va vraiment avoir un impact très direct et très rapide. Ça, on le voit vraiment, nous, avec les entreprises qu'on accompagne, quoi. On voit des résultats très, très rapides. Maxime aura peut-être des chiffres à nous apporter là-dessus, mais ça, c'est des choses essentielles. Le fait d'embarquer des collaborateurs à toutes les étapes du recrutement et de l'accueil, en faire des vrais ambassadeurs, pareil, c'est des choses qui vont être pertinentes dans, je dirais, de mémoire, 99% des cas. Voilà. Ouais. Maxime, je ne sais pas si tu as un rebond. Un élément juste en complément, en fait, même des structures de la même dimension et du même secteur n'ont pas forcément les mêmes cultures. Et donc, rien que pour cette raison-là, il y a un vrai sujet d'adaptation et d'adaptabilité justement des actions, d'où ce que Anaïs évoque lié au diagnostic et à ne pas aller bille en tête à se dire oui, bien sûr, c'est une méthode qui est parfaitement transposable. Mais par contre, il y a des dominateurs communs liés aux problématiques qui sont rencontrées par soit le secteur, soit le territoire. On a aussi vraiment des formes d'unité de toutes les structures qui sont à telle distance d'une grande ville et non connectées au réseau de transport en commun. Bon, on a quand même des problématiques similaires, etc. Et donc là, effectivement, il y a des choses qu'on arrive à capitaliser fortement pour les amener sur d'autres structures. Et je me permets un élément là-dessus. Ça va d'ailleurs être quand on voit différentes structures du territoire, quand on arrive à se mettre en relation aussi et à se dire, ah ok, on a les mêmes challenges, est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions conjointes, notamment sur les thématiques de la mobilité, qui peut parfois être un frein à l'emploi pour certaines personnes. Il y a des solutions à aller chercher parfois en commun. Et on a une question de Anon sur le lien entre recrutement et QVT. Donc QVT, qualité de vie au travail. Oui, clairement. Nous, on est un petit peu sur un fil parce que l'enjeu qu'on vient travailler reste un enjeu d'insertion. Mais au final, c'est un petit peu ce qu'Anaïs évoquait tout à l'heure. Quand on vient travailler la compatibilité à ces publics-là, on vient aussi travailler les questions de sens des collaborateurs. On vient aussi travailler leur implication. On vient travailler des choses qui améliorent leur sensation d'équipe. Et on vient faire en sorte finalement d'amener l'ensemble des équipes vers un sujet de qualité de vie au travail aussi. Donc, c'est des sujets qui sont connexes, ce pas les mêmes sujets, mais forcément, quand on travaille l'un, on travaille aussi à l'autre, et ça va pleinement dans l'autre sens. Hein, quand on travaille à la qualité de vie au travail, on travaille aussi d'une manière ou d'une autre à se rendre plus attractif, plus inclusif au profit d'une diversité de public. Je ne vois pour l'instant pas d'autres questions. Je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous en ont encore. Et puis sinon, on va tranquillement se permettre de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour ce temps et j'espère que ça vous aura donné des petites clés. L'enjeu, c'est que ce sont des portes qui s'ouvrent et du coup, il y a ensuite des outils très concrets et opérationnels. Anaïs l'évoquait, donc vous pouvez aller les chercher sur MageRH ou nous demander les contenus avec le bouton « Contactez-nous ». Avec plaisir pour vous envoyer les éléments qui vont bien. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur d'autres temps, d'autres webinaires à venir. On en a un qui est sur spécifiquement les populations migrantes qui devraient arriver. Et puis, on se posera aussi des questions liées à l'évolution France Travail qui arrive et qui va changer 2-3 choses. Donc, voilà, on viendra aussi en parler sur Webikeo dans les temps à venir. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous souhaitant une très belle journée. Et puis, au plaisir. Merci, au revoir.